à tous et à toutes. Welcome everyone. Merci d'être avec nous pour notre webinaire d'aujourd'hui qui porte sur la science citoyenne participative. Thanks for joining us for this webinar on participatory citizen science. Je m'appelle Valérie Sanderson. Je suis la courtière de connaissances chez Centro. I'm Valerie Sanderson. I'm the knowledge broker at Centro. Puis pour le webinaire d'aujourd'hui, on a un super programme pour les 2 prochaines heures. On a l'honneur d'avoir avec nous des conférencières et conférenciers invités pour nous introduire à la science citoyenne participative, nous faire découvrir des initiatives, puis répondre à vos questions sur le sujet. On va débuter avec des présentations en rafale, suivies d'un panel de discussion, puis on va clôturer avec une session de questions-réponses pour répondre à vos questions. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter nos conférencières et conférenciers invités d'aujourd'hui qui ont généreusement accepté de venir nous partager leur expertise et leur expérience. Il s'agit de Sébastien Fauché, professeur au département des sciences des ressources naturelles de l'Université McGill et co-responsable de l'axe usage de l'eau de Centro. Il sera aussi notre animateur et modérateur pour la suite du webinaire. Ensuite, on a José Aubin, responsable de programme à la direction des grands défis de société des fonds de recherche du Québec. Suivi de Sébastien Sauvé, professeur au département de chimie de l'Université de Montréal et chercheur membre collaborateur de Centro. On a Brenda Parley de la chaire Beeler pour le changement climatique et la durabilité nordique au département des sciences des ressources naturelles, École de l'environnement Beeler de l'Université McGill. Et puis finalement, mais non la moindre, Julie-Christine Martin, chargée de projet mobilisation, partenariat stratégique et vol autochtone au groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau, aussi connu sous le nom de G3E. Alors, j'inviterai maintenant Sébastien Fauché, notre modérateur pour aujourd'hui et aussi notre premier conférencier, à ouvrir sa caméra, à partager son micro, puis à démarrer sa présentation. Il va mettre la table pour nous en nous donnant un petit cours 1 sur la science citoyenne participative. Donc, merci Sébastien d'être avec nous. Je te cède la parole. Parfait. Merci beaucoup, Valérie, pour cette introduction-là. Donc, je pense que vous voyez mes slides. Donc, moi, aujourd'hui, on m'a donné la tâche de vraiment introduire la science citoyenne participative. Donc, c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Dans un premier temps, on va parler un petit peu de définition, puis un petit peu de concept. Puis ensuite de ça, on va parler, je vais vous donner un exemple avec le projet de recherche dans lequel mon laboratoire, mon équipe de recherche travaille. Donc, Euh, la première chose que j'ai faite quand j'ai préparé ce webinaire-là, en fait, je me suis posé, est-ce qu'il y a une définition de la science citoyenne participative? Là, je suis tombé sur l'Office québécois de la langue française qui définit la science citoyenne participative comme une science caractérisée par la collaboration entre scientifiques et citoyens bénévoles à des projets de recherche dans le but de collecter un volume de données pertinent et suffisant sur une thématique précise sur la base d'un protocole scientifique reconnu. Hein. En fait, c'est une définition qui est très complète, mais il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on va essayer de décortiquer un peu ensemble. Ben, la première chose, c'est que c'est une collaboration entre scientifiques, hein, qu'on va dire de formation, qui sont en train d'être formés, par exemple des étudiants à la maîtrise et doctorat, et des personnes du grand public. Mais ces personnes de grand public-là sont peut-être pas formées pour faire de la science, mais ils vont avoir des connaissances, ils vont avoir des formations connexes, ils vont avoir peut-être des connaissances terrain, des expériences, et ainsi de suite, qui vont apporter au projet de recherche. Hein. Donc, c'est important de considérer que ça va être une collaboration entre des scientifiques et des gens du grand public, puis que chacun peut amener des choses différentes. On va faire l'utilisation de protocoles de recherche rigoureux qui permettent d'assurer la qualité des données, bien entendu. Hein. Peut-être qu'il va falloir adapter les protocoles de recherche selon ce que les personnes du grand public veulent faire et peuvent faire. Et finalement, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on utilise le terme de science citoyenne participative aujourd'hui
Et la plupart des gens vont utiliser ce terme-là, mais il faut bien comprendre que le terme citoyenne ou citoyen peut être problématique dans certains contextes pour des questions d'équité, de diversité, d'inclusion. Il y a certains groupes minoritaires qui vont trouver ce terme-là, par exemple, qui ne les représente pas très bien. Et ben, selon les situations, peut-être qu'il serait mieux de parler de sciences participatives, de sciences communautaires ou de sciences collaboratives, hein. Et ça amène un aspect, en fait, de la science citoyenne participative, hein. Quand on parle de ça, on parle d'une participation. Donc, dans tous les cas, en fait, c'est très utile de voir avec les participants de quelle façon ils veulent définir cette relation-là. Peut-être qu'ils vont aimer mieux la science communautaire, par exemple. Pourquoi la science citoyenne participative? Bien, dans un premier temps, en fait, c'est la science citoyenne participative, c'est une méthode rentable, hein. Et ça a été bien documenté par l'International Institute for Sustainable Development. Ça nous permet de faire des choses peut-être à moindre coût, mais de faire plus, en fait, que ce qu'on peut juste faire avec des scientifiques. La qualité des données recueillies par des citoyens est comparable à celle recueillie par des scientifiques de formation. Ça, c'est très bien documenté. Il y a plusieurs papiers à ce sujet-là. J'en ai mis un ici, mais il y en a d'autres. Puis finalement, mais ça peut augmenter la diffusion des résultats de recherche et l'utilisation des données, hein. Et là, j'aimerais apporter un concept qui est la responsabilité des chercheurs envers les participants, hein, l'éthique des données, c'est-à-dire que ces données-là, s'ils sont collectés par des participants, bien, en fait, c'est pas juste les scientifiques qui sont propriétaires des données, les participants le sont aussi. Et puis, je vous inviterai de regarder ce site web-là, participatory-sciences.org, pour des outils là, par rapport à ça. Puis finalement, mais ça peut augmenter l'efficacité des interactions entre les acteurs, hein. Si, par exemple, dans notre projet de recherche, bien, on inclut des acteurs qui prennent des décisions par rapport aux conclusions qu'on va tirer de notre étude, bien, on peut en fait accélérer les choses, hein. Ça peut devenir plus facile de transformer nos données, nos conclusions en actions concrètes sur le terrain. Et finalement, je voudrais un peu parler de degré de participation, hein. Quand on parle du processus de recherche, en fait, il y a plusieurs étapes. Une question de recherche, conception de l'étude. Puis c'est sûr que nos participants, hein, les personnes du grand public, peuvent participer à plusieurs de ces étapes-là. Pas seulement à une, qui serait la collecte des données, mais ils peuvent être inclus dans tout le processus. Par exemple, pour les questions de recherche, bien, nécessairement, les personnes du grand public, souvent, bien, ils vont vivre avec les conséquences d'une problématique, par exemple, reliée à l'eau, hein. Donc, ils connaissent bien la problématique puis l'impact que ça a là sur leur vie. Donc, ça peut venir modifier la question de recherche. Les connaissances des participants aussi peuvent venir influencer la conception de l'étude. Puis si on inclut les participants dès le départ, ben, on peut ajuster en fait notre étude en fonction des volontés, des habiletés, de ce qu'ils peuvent faire, par exemple. Au point de vue de la méthodologie, ben, leur, leur contribution, ça peut être au niveau du protocole, hein. On va adapter le protocole selon ce qu'ils peuvent faire. Le travail sur le terrain, par exemple, choisir les sites d'échantillonnage. Puis, il ne faut pas oublier non plus leur sécurité, hein. Il y a certains protocoles, par exemple, qui sont très techniques. Peut-être qu'on ne va pas demander à des citoyens de le faire, à moins qu'ils soient très bien formés, et ainsi de suite. Il y a aussi l'analyse et l'interprétation des résultats. Puis là, je voudrais différencier entre deux choses. Il y a le traitement des données, puis il y a l'interprétation. Le traitement des données, parfois, ce n'est pas quelque chose qui peut être fait par des participants du grand public, hein. Ça peut être très technique. Par exemple, dans mon laboratoire, on fait beaucoup d'études de microbiome. Ben, c'est sûr que l'analyse des séquences et ainsi de suite, c'est très technique. Ça ne peut pas être fait par tout le monde et des gens qui ne sont pas formés. Par contre, si on présente des graphiques sans leur donner les conclusions, ben là, à ce moment-là, on peut intégrer les participants à l'interprétation des données. Et puis là, on peut se ramasser avec des conclusions, des discussions qu'on n'aurait pas pensé en tant que scientifique parce qu'eux, ils vont amener leur connaissance terrain, leur expérience et ainsi de suite. Finalement, l'attribution des résultats, ben, ça peut être facilité parce qu'on va avoir des participants qui sont là, qui sont présents dans le milieu, par exemple, qu'on étudie et ainsi de suite. Pour la suite de ma présentation, je vais vous donner des exemples de ce que je viens de dire, mais en parlant de mon projet de recherche, de notre projet de recherche qu'on fait en sciences participatives.
Et c'est un projet de recherche qui est financé par le programme Engagement des FRQ. Je ne vais pas en parler en long et en large parce que la prochaine conférencière, hein, Mme Josée Aubin, va nous en parler de ce programme-là. Et en fait, dans ce programme-là, on a vraiment une interaction forte entre un chercheur et un citoyen, ce qu'on appelle les duos. Et notre projet, c'était vraiment d'aider les citoyens à comprendre les facteurs qui influencent les efflorescences de cyanobactéries dans leur lac, le lac Drolet, en fait. Donc, les participants, hein, les citoyens, ben, ils faisaient déjà des observations de leur lac. Donc, nous, on s'est proposé à finalement les aider à compiler et structurer leurs observations et aussi complémenter ces observations-là par des analyses de laboratoire. Et puis, si on retourne en fait sur le processus de recherche, ben ici, j'ai mis en fait qui participait à chacune des étapes dans notre projet. C'est sûr que la citoyenne qui était membre du duo, hein, je l'appelle ma citoyenne en chef, c'est la personne en fait qui a mis le plus de temps sur le projet et puis qui a été impliquée dans en fait toutes les étapes. Puis on avait aussi 10 riverains volontaires qui faisaient partie de l'association de protection du lac de Relais, qui, eux, étaient impliqués dans une ou plusieurs de ces étapes-là, mais un petit peu moins que notre citoyenne en chef. Donc, au départ, c'est sûr que la personne principale hein, nous a influencé sur la question de recherche, sur la conception de l'étude. Puis là, vous voyez qu'il y a d'autres gens qui se sont impliqués dans la conception de l'étude. Hein. Des gens qui, par exemple, avaient les cyanos étaient devant chez eux dans le lac. Donc, ils étaient très impliqués là-dedans, par exemple. Et pour la méthode collecte des données, ben, c'est là que la plupart des gens se sont impliqués hein, pour faire les observations, pour faire la collecte des données. Puis là, tantôt, je parlais en fait des fois, ben, on peut bénéficier des expertises, des connaissances de certains participants. Puis dans notre cas, ben, il y avait un des participants qui était un plongeur certifié. Puis à un moment donné, il nous a dit, ben, ça vous tente-tu que je vous prenne des sédiments dans le fond du lac? On a dit, parfait, on va prendre des sédiments, puis on va faire un autre projet parallèle avec ça. Donc, ça peut apporter des opportunités hein, spécifiques de par les connaissances, de par ce que les participants peuvent faire. Pour l'analyse et l'interprétation des résultats, ben encore une fois, hein, on n'a pas donné les conclusions, on a partagé les résultats et puis on a fait l'interprétation des données ensemble, en fait. Diffusion des résultats, ben, c'est un peu la même chose. Hein. À ce moment-là, ben, on a diffusé les résultats au point de vue de l'Association de protection du lac de Relais avec d'autres municipalités, et ainsi de suite, dont on a impliqué certains gens là-dedans qui faisaient la promotion de nos résultats, la diffusion de notre projet de recherche, et ainsi de suite. Je peux vous donner un exemple, en fait, de comment les participants se sont impliqués dès le début pour la conception. En fait, ça, c'est une image de lac de Relais. Et puis, quand on pensait à notre échantillonnage et ainsi de suite, les citoyens disent, ben, nous, on veut échantillonner où est-ce qu'il y a de la cyano. Bon, ben, parfait, où il y en a de la cyano dans votre lac. Donc, ils ont identifié ces endroits-là. C'était vraiment les sites où il y avait tout le temps des cyanos, les éclosions, il y était tout le temps là. Mais là, je leur ai dit, ben, OK, mais ça prend des sites contrôle aussi, dans les sites où il n'y a jamais de cyano. Et là, ils ont dit, ben, ces sites-là, il n'y en a jamais de cyano. Et à un moment donné, il y a un participant qui a dit, oui, mais il y a un petit lac au nord de lac de Relais qui s'appelle le lac de la Veuve. Il y en a déjà eu de la cyanobactérie là-dedans. Et là, ben, on s'est mis à aussi échantillonner ce lac-là, en fait, de par les connaissances des participants. Donc, les participants prenaient des échantillons, des observations, donc il a fallu les former. Hein. On a fait une formation qui était en plusieurs étapes, puis chacune des étapes était vraiment faite en collaboration avec les participants. Donc, on a fait développer des trousses d'échantillonnage, des documents de formation, on a fait de la formation en présentiel, on avait des cartes de rappel, des formulaires de collecte de données, et ainsi de suite. Puis en mettant tout ça ensemble, finalement, ben, la conclusion de notre étude, c'est qu'on a été capable de faire 500 observations, 400 échantillonnages sur 2 ans. On a impliqué une bonne diversité de volontaires, des hommes, des femmes de 15 à 72 ans. Ça nous a permis d'identifier puis d'échantillonner des événements ponctuels. Hein. Par exemple, on prenait d'habitude nos échantillons à tous les lundis, mais par exemple, si le lac le jeudi, il tournait comme la photo du 1er août ici, ben, les citoyens étaient sur place, ils avaient fait les observations, fait qu'ils prenaient un échantillon puis ils nous l'envoyaient. Donc, ça permettait en fait d'avoir une présence terrain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Et puis pour nous, ben, la citoyenne en chef, en fait, qui a été impliquée dans tout le long, puis qui a été capable de rallier son monde, puis tout ça, ben, ça a été vraiment euh, d'un bénéfice extraordinaire là, pour le projet de recherche. Donc, c'est tout ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, c'est mon introduction en la matière. Je voudrais juste remercier en finissant les organismes subventionnaires, le Fonds de recherche du Québec, l'Université McGill, l'Association de protection du lac de Relais, bien entendu, et puis tous les participants qui ont mis la main à la pâte, là, puis qui ont pris des échantillons ou qui ont contribué de près ou de loin à notre étude. Donc, je vais terminer avec ça. Je vais arrêter le partage. Ouais, une seconde. Parfait. Et je vais demander à la prochaine conférencière de se connecter. Donc, la prochaine conférencière, ça va être Madame Josée Aubin, qui est responsable de programme à la direction des grands défis de société du Fonds de recherche du Québec. Et Josée va nous Bonjour. parler, en fait, du programme Engagement. Je pense qu'il faut que Oui, tu partages ton partage écran. mon écran dans 2 secondes. Celui-ci, voilà. Partager. Est-ce que vous voyez C'est parfait. la présentation? Oui, on Bon, voit. ben, d'abord, merci beaucoup pour la présentation, Sébastien, que je me permets de tutoyer. Ça fait écho à des éléments que je n'aurais pas à couvrir durant la présentation. Donc, je suis Josée Aubin, responsable de programme à la direction des grands défis de société et au FRQ, en fait, pour ceux qui sont moins familiers avec le fonds de recherche, parce que je pense qu'il y a des gens de l'extérieur du Québec. C'est le fonds subventionnaire du gouvernement qui couvre tous les secteurs de recherche au Québec et c'est dirigé par le scientifique en chef. Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec, dans son mandat, entre autres, parmi les tâches qu'il a, dans les mandats qu'il a, de promouvoir en fait la culture scientifique. Pourquoi je mentionne ça? C'est parce que vous allez voir le rappel par rapport au programme engagement, là. Et dans le bureau de Rémi, il y a une petite direction qui s'appelle la direction des grands défis, qui met en œuvre des initiatives pour faire de la recherche autrement. Et dans ces initiatives-là, il y a le fameux programme engagement qui veut faire en sorte que les personnes citoyennes participent très activement à la recherche. Un petit peu de contexte pour vous montrer à quel point il y a comme une hausse très importante de la science citoyenne. Ça, c'est répertorié par l'OCDE. Les productions qui incluent le terme science citoyenne dans les publications scientifiques connaissent une hausse qui est très importante et qui reflète en fait la reconnaissance et l'intégration croissante des méthodologies puis des pratiques de sciences citoyennes dans la recherche et dans le discours universitaire. Et il y a de plus en plus de stratégies, agendas gouvernementales qui promouvoient l'engagement de la société civile dans la science citoyenne. Donc, c'est quelque chose qui est appelé à continuer de croître. Euh, Sébastien vous a présenté les niveaux d'engagement des personnes citoyennes. C'est ce que la petite graphique de droite montre, en fait. Oui, c'est une implication active des citoyens ou citoyennes à au moins une étape d'un projet de recherche, mais pour le FRQ, il y a aussi l'implication des personnes citoyennes dans la gestion d'un projet de recherche qui peut être considéré dans les comités d'évaluation pour les programmes de sciences citoyennes, pour notre programme de sciences citoyennes, ainsi que dans la gouvernance d'activités de recherche. Un exemple, il y a un réseau de recherche thématique en santé où le co-directeur est un patient partenaire. Il y a des bénéfices mutuels et des défis, mais je pense que ça va être beaucoup discuté à la fin. Donc, je vais aborder certainement quelques petites questions de ce côté-là. Je tombe vraiment dans le gras du programme engagement. Le contexte, en fait, c'est né de la volonté du FRQ et en particulier du scientifique en chef de placer des citoyens et des citoyennes non familiers avec la recherche. Ça, c'est une particularité du programme au cœur d'une démarche de recherche comme telle. Donc,
Comme Sébastien le disait, souvent les programmes, c'est axé sur les collectivités ou des groupes de citoyens qui participent avec un ou des chercheurs ou chercheuses à la recherche. Dans le cas du programme Engagement, et Sébastien l'a bien illustré avec leur projet, c'est vraiment des duos, c'est-à-dire une personne citoyenne avec un chercheur ou une chercheuse qui s'engage dans un projet de recherche. C'est vraiment le fondement même du programme Engagement. Vous aurez le petit code QR pour aller voir la page citoyenne du programme si vous le souhaitez par la suite. Les objectifs du programme il y en a trois. Celui d'impliquer évidemment une personne citoyenne dans une démarche de recherche, mais c'est autour d'une question qui intéresse la personne citoyenne. C'est vraiment une particularité aussi encore du programme. C'est de soutenir le développement de nouvelles pratiques en sciences participatives au Québec et de promouvoir une culture de démocratisation des connaissances scientifiques au sein de la société québécoise. C'est vraiment un autre objectif très important dans le cadre du programme. Qu'est-ce qu'on fait? On demande à des personnes du public de nous soumettre des questions. On les publie sur un site. Vous avez quelques petits exemples de questions, puis ça va tout azimut, dont la question qui a donné naissance au projet de Sébastien et de sa citoyenne en chef sur l'impact les cyanobactéries dans le lac de sa région. Donc, du total, depuis 4 ans que le programme roule sous le format duo, on a eu 250 questions qui ont été proposées par des personnes provenant des 17 régions du Québec. Et quand je le disais, c'est tout azimut, c'est vraiment dans des thématiques extrêmement variées, allant des préoccupations sociétales, bien sûr, préoccupations de santé, qualité de vie, curiosité scientifique aussi, puis des questions d'environnement. On a 41 duos qui sont soutenus, qui ont été soutenus à ce jour. Le premier pilote, c'était un programme qui était plus sous le format sciences participatives tel qu'on le conçoit en général. Donc, en termes de processus, comment ça fonctionne? Les gens sont invités du public qui connaissent peu ou pas la science, sont invités à proposer une question. Ils vont s'associer avec un chercheur ou une chercheuse. Évidemment, on les aide dans ce processus-là, mais on invite aussi la communauté de recherche à venir consulter les questions pour voir s'il n'y aurait pas des sujets d'intérêt pour eux. Si un duo se forme, ils peuvent faire une proposition et si la demande est acceptée, il est retenu pour financement. Le programme se déroule en phase de 3 ans. Une première année qu'on appelle la phase de démarrage, parce qu'on va le voir, Sébastien en a parlé un peu, il y a quand même toutes sortes d'enjeux à travailler avec un citoyen ou une citoyenne, puis il y a toutes sortes d'enjeux pour un citoyen ou une citoyenne de s'intégrer à une équipe de recherche. Donc, il faut laisser du temps pour ça. Après la phase de démarrage, au bout d'1 an, il y a une rencontre avec un comité de suivi et si tout fonctionne bien, puis en général, ça fonctionne très bien, il va y avoir une autre phase du financement, un 30 000 pour réaliser le projet de sciences participatives comme tel. Donc, c'est là que se fait le gros de la documentation des données, de l'expérimentation. Et à la fin de cette deuxième année-là, si le duo le souhaite, ils peuvent passer à une phase partage, un autre 15 000 supplémentaire, qui permet d'aller non seulement diffuser les connaissances acquises, que ce soit dans des congrès scientifiques, mais aussi d'aller parler de leur expérience avec le programme. Donc, euh, on revient au rôle de la personne citoyenne parce que ça, c'est quelque chose qui est central. Pour le FRQ, c'est surtout, puis ça c'est la définition qu'on a dans nos règles, mais je porte votre attention sur la phrase qui est en gras. La contribution de la personne citoyenne est centrée sur son savoir expérientiel, grâce auquel la personne citoyenne a un rôle clé à jouer dans le projet. L'exemple de Sébastien avec le projet, avec Sylvie, avec la citoyenne en chef, c'est un exemple très clair de ce genre de contribution-là qui est essentiel pour le projet. Euh, il y a, en termes de contribution, quand une personne non expérimentée qui est reconnue pour ses savoirs expérientiels s'implique en recherche, pour le fond, il y a aussi une question que
on regarde beaucoup l'évaluation du potentiel d'apprentissage en matière scientifique. Je vous le rappelle, Engagement, pour nous, c'est un programme de culture scientifique en particulier. Et ça implique aussi la reconnaissance de l'expertise citoyenne. Pour le chercheur ou la chercheuse qui contribue, lui, par ses savoirs académiques, il y a tout un travail d'adaptation des approches méthodologiques à la question citoyenne, puis d'intégration aussi de la personne dans son équipe. Et ce qui fait aussi que quand on regarde comment ça progresse dans les duos, il y a une importance relative du résultat de recherche versus l'apprentissage de la méthodologie puis l'adaptation des méthodologies. Et donc, il n'y a pas d'obligation de résultat, mais je peux vous garantir que dans nos duos, tous nos projets en cours, il y a des résultats qui vont être publiés scientifiquement pour à peu près tous les projets à ma connaissance. Il y a évidemment pour un chercheur ou une chercheuse l'importance de prendre en compte les biais potentiels qui sont liés à la participation citoyenne, d'où l'importance de qualifier la portée des résultats, mais encore là, en intégrant aussi les citoyens et citoyennes dans l'interprétation des résultats, ça amène une dimension aussi qui est, pas, qui est très à valeur ajoutée dans le cadre de ce type de démarche de recherche-là. Bon. Il y a des défis et des enjeux qui sont liés à ce type de programme-là. Puis celui, entre autres, de la question de la hiérarchisation des savoirs, excusez-moi. Donc, et le fait que souvent les gens qui posent une question, qui ne connaissent pas le milieu de la recherche, ils ont l'impression que c'est encore l'histoire des chercheurs et des chercheuses dans leur tour d'ivoire. Et possiblement, puis ça, je ne l'ai pas rencontré dans notre expérience qu'on a avec le programme, le fait que peut-être que la perception que la communauté de recherche regarde la contribution comme citoyenne comme étant une contribution qui peut être plus secondaire. L'expérience qu'on a nous prouve que ce n'est pas du tout le cas. Des autres risques qu'il y a, c'est celui du risque d'instrumentalisation. Autant ça peut arriver qu'un chercheur ou une chercheuse téléguide, entre guillemets, une question de façon à lui ou elle aller chercher de l'argent pour faire sa recherche. C'est un risque qui existe. Autant, d'autre part, il peut y avoir des groupes d'intérêt qui veulent avoir comme un sceau d'approbation scientifique pour faire valoir leurs points. Donc, c'est des risques qui existent des deux côtés. Parmi les barrières, il y a des barrières beaucoup à la participation citoyenne, puis entre autres des inégalités épistémiques. Je vous donne des exemples très, très simples. Un citoyen qui participe à un projet de recherche et qui veut aller faire une recherche documentaire parce que c'est nécessaire, la synthèse de connaissances, dans une bibliothèque. La bibliothèque pourrait refuser l'accès, puis c'est arrivé par le passé, refuse l'accès à une personne citoyenne parce qu'elle n'est ni membre de la communauté universitaire, ni membre du personnel de l'institution, etc. C'est le genre de petites barrières qu'il faut vaincre, puis qui changent en fait au fur et à mesure que plus la science citoyenne se répand, plus ça devient, des facilitateurs sont mis en place dans les institutions. Il y a des barrières législatives. Je vous donne un exemple, une participation citoyenne dans le cadre du programme Engagement. Il y a une contribution puis des honoraires qui sont permis pour, évidemment, la personne. C'est pas du bénévolat, faire de la science citoyenne. Donc, il y a une contrepartie financière. Mais certains groupes, comme des gens, par exemple, qui reçoivent des prestations d'aide sociale, peuvent voir leur gain, leurs prestations coupées s'ils reçoivent une contribution. Donc, il y a vraiment des empêchements de ce côté-là. Mais c'est législatif. Il y a des défis liés à l'intégration d'une personne non familière dans la recherche, dans l'équipe, bien sûr, l'adaptation, toute la médiation. C'est là que des gens comme des courtières ou courtiers de connaissances peuvent contribuer. Il y a du côté des chercheurs et des chercheuses, il y a la reconnaissance de ce qu'ils font en termes de cheminement de carrière. Je vous donne un petit exemple. Un exemple en particulier, il y a des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses qui nous disent que ça nous intéresserait d'en faire. Par contre, en termes de parcours cheminement académique, c'est pas quelque chose qui est autant valorisé que
des publications dans des journaux à haut impact. Il y a encore cette culture-là et le Fonds travaille ardemment pour voir changer qu'est-ce qui constitue toute la notion de l'excellence en recherche. Et je termine en disant que les choses comme d'autres défis, la conduite responsable en recherche, on a des besoins d'adaptation des politiques en matière d'éthique et de confidentialité des données par rapport à la science citoyenne. Je termine, puis je termine un petit peu d'avance par rapport au temps, je crois, j'espère. En tout cas, je vais tout simplement mentionner qu'est-ce qui est le plus grand facilitateur de tous en sciences citoyennes. C'est vraiment la curiosité des gens du public. Le fait que ce soit une question qui les concerne, qui vienne d'eux, c'est le plus grand facilitateur de tout. Ça termine pas mal ce que j'avais à dire. Merci beaucoup de l'opportunité et merci de l'attention. Je vais Merci arrêter le beaucoup, José, pour partage. ta présentation. Donc, je voudrais juste rappeler à toutes les personnes dans l'audience qui peuvent utiliser le bouton Q&A en bas pour poser des questions. Puis on va prendre vos questions à la fin là, du webinaire. On va les poser. Donc, notre prochain conférencier, c'est Sébastien Sauvé, qui est professeur au département de chimie de l'Université de Montréal et chercheur membre collaborateur du Centre O. Parfait. Sébastien, tu peux Je- partager. J'essaye de partager. Bonjour tout le monde. Est-ce que tout est en plein écran, tout beau? Non, oui, là, c'est bon. Parfait. Parfait. Merci Merci. Sébastien pour l'introduction. Merci aussi pour les deux présentations. Ça mettait la table de façon excellente. Moi, je vais essayer d'y aller avec des exemples plus spécifiques de ce que moi j'ai fait comme science citoyenne pour l'eau et pour les contaminants émergents. Et bon, vous allez voir, là, il y a un peu une continuité avec ce qui a été expliqué plus tôt. Donc, des petites définitions, puisque je mets l'avant, ce n'est pas nécessairement euh, c'est ma vision à moi, comment moi je le vois. Donc, la science citoyenne ou les sciences participatives sont souvent mis plutôt au pluriel quand on parle de sciences participatives. Pour moi, c'est important de montrer que c'est une collaboration entre la recherche académique et des partenaires du milieu. Pour moi, c'est important de produire une science de qualité, mais de répondre aux enjeux qui sont exprimés par les gens du milieu, les partenaires. Et tout ça, c'est pour aider les scientifiques soit à acquérir des données, des échantillons, mais il faut aussi, puis ça a été expliqué avec différents exemples, il faut aider au transfert de connaissances, il faut essayer d'outiller les citoyens, les aider à mieux comprendre les enjeux qui les interpellent. Et il faut souvent aussi, puis ça a été un peu noté là, dans des billets ou autres, souvent l'intérêt citoyen est pour soutenir une action politique. Donc, il peut y avoir des billets, il y a une volonté de changer des choses. Et donc, faut réaliser que tout le monde peut travailler ensemble pour avancer, mais qu'il y a quand même des enjeux particuliers de part et d'autre. Donc, moi, j'ai été impliqué de ça de par des projets que je menais sur les algues bleu-vert, un peu comme ce que l'autre Sébastien a présenté plus tôt. Et à travers ce genre d'exercice-là, j'avais des contacts de gens, de citoyens qui étaient interpellés, qui avaient vu un article, qui avaient vu quelque chose aux nouvelles ou dans le journal, puis qui disaient, oui, mais comment je pourrais faire pour avoir des réponses, pour savoir si mon lac qui est vert de temps à autre, est-ce que c'est toxique ou pas toxique? Et de là, l'idée de démarrer un exercice de science citoyenne. Probablement que si le programme engagement, qui est une excellente idée, avait existé à ce moment-là, on aurait pu en profiter et l'utiliser avec les quelques citoyens qui ont débuté. Mais bon, on s'est débrouillé autrement. Ça aidait qu'à ce moment-là, j'avais aussi un gros programme financé par Génome Québec et Génome Canada. Donc, j'avais des sous pour pouvoir faire beaucoup d'analyses. Donc, l'enjeu des cyanobactéries au Québec, ça a été un petit peu évoqué, là, les algues bleu-vert, cyanobactéries et algues bleu-vert, là, c'est pratiquement les synonymes.
Ça produit des cyanotoxines et les cyanotoxines sont toxiques pour les humains, les animaux de ferme, la faune. Il y a des coûts annuels qui sont estimés à plus de 800 millions de dollars aux États-Unis. Par exemple, ça a coûté 1 million juste pour les bouteilles d'eau à Longueuil quand ils ont eu une contamination de leur eau. On estime qu'il y a environ 200 lacs qui sont affectés par les cyanobactéries au Québec. Et bon, moi, je travaille sur les contaminants. Donc, ici, vous avez, dans les cyanotoxines, vous avez des exemples de molécules, microcystine qui sont toxiques pour le foie, l'anatoxine qui est neurotoxique puis qui peut asphyxier, c'est celle qui tue les chiens. Il y a quelques exemples de chiens là, qui vont dans des cours d'eau qui sont contaminés puis qui ils se lèchent ou ils absorbent trop de toxines et ils meurent asphyxiés. Cylindrospermopsine qui est toxique bon, au niveau neurologique, cellulaire au foie, BMAA qui est neurotoxique, qui est soupçonné d'être associé à la SLA. C'était d'ailleurs dans le journal en fin de semaine, les saxitoxines, puis ben, les produits de dégradation, parce que toutes ces molécules-là se transforment, donc on regarde aussi les différents produits de dégradation. Donc, dans l'exercice, pour répondre aux gens, on a mis en place Adopte un lac qui existe encore, et ça ressemble beaucoup à ce que l'autre Sébastien a fait au lac de Relais. C'est d'aider des gens, des citoyens à pouvoir prendre des échantillons, faire quelques analyses avec un kit sur le terrain. Et ensuite, ben, ils envoient les échantillons au laboratoire. On peut faire des mesures de nutriments, on peut mesurer les toxines. Ça se voulait vraiment un complément au RSVL, qui est un réseau de suivi du ministère de l'Environnement, qui fait un bon travail de nutriments, mais qui ne fait pas d'analyse de cyanotoxines. Donc, il n'y a aucune analyse des toxines qui sont faites à l'intérieur du RSVL au ministère de l'Environnement. Donc, c'était vraiment une option pour élargir un peu les informations qu'on pouvait recueillir. Et ici, on a quelques exemples de photos de lacs où il y a des floraisons algales qu'on a identifiées, qu'on a pu voir et échantillonner grâce au programme Adopte un lac. C'est vraiment des gens qui nous ont contactés, qui sont inscrits au programme, qui ont reçu des kits, puis qui ont envoyé des échantillons. Et vous voyez que, bon, dans la plupart des cas, on travaillait pas pour rien, là. On a identifié des lacs problématiques qui n'étaient pas sur le radar du ministère de l'Environnement à ce moment-là. Quelques exemples de données. Donc, vous avez ici des concentrations. Le lac Fortune, le lac en Abitibi, vous voyez que les microcystines totales qui sont en haut à gauche sont à 2600. Donc, on est vraiment dans des zones de concentration très, très, très élevées. Là, on est largement en bas. Dans la zone grisée, vous avez les seuils. Donc, pour boire de l'eau au Québec, c'est 1,5. Pour la baignade, c'est 16. Et vous avez là, quelques-unes des autres recommandations. Le plus bas, qui ne semble pas être là, qui est à 0,3 ou à peu près aux États-Unis pour la consommation d'eau pour les enfants. Donc, vous voyez que quand on a un lac qui est à 2000 puis que toutes les normes gravitent entre 0,3, 1 ou 20, il y avait des enjeux réels. Euh, et ici, en combinant avec d'autres données qu'on avait, on voit aussi les cyanotoxines et les nutriments. Donc, vous avez TP pour le phosphore total en bas, vous avez TN pour l'azote, N pour, bon, c'est nitrogen en anglais. Et donc, vous voyez qu'on a la combinaison des deux dans ces lacs-là. La grosseur ensuite des cercles nous représente la concentration de toxines. Donc, on voit que les plus grands cas de concentration sont quand il y a beaucoup d'azote et beaucoup de phosphore. Dans les deux cadrans du bas, s'il y a peu de phosphore, s'il y a peu de phosphore mais beaucoup d'azote, ou s'il y a beaucoup d'azote puis pas beaucoup de phosphore, il y a peu de toxines. Les concentrations de toxines les plus élevées sont vraiment quand on a la combinaison des deux. Donc, ça, c'était un des éléments dans l'article. Ça a été évoqué plus tôt. Donc, pour moi, c'est important qu'on fasse de la bonne recherche. Donc, ce que je présentais là a été publié dans un article scientifique revu par les pairs. Et bon, c'était dans les questions-réponses. Pour moi, c'est important que ce genre d'exercice-là soit le plus possible publié dans des revues de sciences ouvertes pour que le collectif, les gens qui contribuent comme citoyens, ben, aient aussi accès aux articles scientifiques, que ce ne soit pas des articles scientifiques qui sont cachés en arrière
de paywall ou tu sais, de barrières tarifaires ou qui requièrent des abonnements scientifiques que les universités ont parfois, mais pas toujours, mais que clairement, une association de protection de lac n'aura pas accès, à moins qu'il y ait un de leurs membres qui ait un accès privilégié ailleurs. Donc, pour moi, c'est important que la recherche scientifique qui est faite dans une démarche de sciences citoyennes soit publiée dans les journaux à accès libre, accès ouvert, avec les données aussi. Et donc, je vais vous donner aussi un autre petit exemple pour qu'on sorte des algues bleues verts. On a quand même pas mal parlé. Et c'est une collaboration avec Ozon Lucène, qui est un collectif citoyen lyonnais. Et c'est vraiment dans ce cas-ci, c'est un citoyen, un petit producteur agricole qui m'a contacté en janvier 23. Il y avait des enjeux de PFAS dans l'eau. Il avait vu que j'avais publié sur le sujet. Il voulait que je l'aide à contextualiser, un petit peu comme c'était évoqué plus tôt dans les résultats, ou de, tu sais, de comprendre l'enjeu, l'ampleur. Il voulait que je l'aide à interpréter l'ampleur du problème dans son coin autour de Lyon. Puis j'ai dit, mais c'est difficile avec le peu d'informations qui étaient disponibles. Donc j'ai dit, envoie-moi quelques échantillons, je vais faire des analyses. Et là, avec les échantillons, on va pouvoir faire une interprétation qui a un petit peu plus d'allure. Et les premières analyses étaient quand même inquiétantes. Je lui ai proposé d'en amener d'autres. J'avais déjà une visite à Lyon de prévue pour faire une conférence, donc j'en ai profité pour restituer les résultats aux citoyens. Pour moi, c'était quand même important. C'est un collectif, c'est un collectif citoyen. Bon, oui, j'avais mon citoyen en chef, comme l'autre Sébastien m'a mentionné, qui était Louis Delon. Mais c'est quand même un groupe et il y a beaucoup de gens. Donc, moi, je voulais présenter ces résultats-là aux gens pour pouvoir répondre à leurs questions, que ce soit une discussion utile et qu'il y ait ce dialogue de transfert. Il y a des enjeux d'œufs contaminés autour de Lyon aussi. Puis c'est des œufs contaminés pour les gens qui ont quelques poules qui sont libres, donc qui on présume se contaminent en mangeant du sol parce qu'ils vont être à l'extérieur. Ce pas pas des poules dans le poulailler, c'est des poules libres. Donc, elles doivent manger bon, les graines qui sont déposées au sol, quelques insectes, des vers de terre, etc. Donc, elles ingèrent du sol et on soupçonne que le sol autour de Lyon est contaminé. Donc, de fil en aiguille, j'ai discuté avec le collectif Ozon Lausanne et eux ont mis en place une campagne d'échantillonnage pour plus de 200 échantillons de sol, différentes distances avec un protocole qu'on a construit ensemble. Là, je leur ai expliqué les exigences pour pouvoir bien le faire scientifiquement. Louis, mon scientifique en chef, euh, pas mon scientifique, mais mon citoyen leader ici, a fait une petite vidéo, puis il a recruté des gens, puis il était 90 bénévoles, puis j'ai eu 200 échantillons, j'ai fait ces analyses-là, puis j'ai pu aussi retourner à Lyon, puis présenter les résultats. Pour moi, c'était important de leur donner une réponse rapide parce que le temps de faire le traitement des échantillons, de faire une publication scientifique, on parle probablement de 6 à 9 mois là, entre moi qui reçois les résultats initiaux et que ce soit une publication scientifique. Et je pense que dans une démarche de science citoyenne, c'est des délais qui sont un peu trop longs, surtout clairement, il y a des enjeux de santé publique avec la contamination qu'on voyait. Donc, c'était important pour moi d'informer les citoyens, même si ça court-circuite un petit peu le transit normal pour une publication scientifique. L'usine en question qui est soupçonnée de contaminer bon, autant la nappe phréatique avec des rejets dans le Rhône et de l'eau vers le souterrain et des rejets atmosphériques qui auraient contaminé les sols autour de Lyon. Et ici, bon, quelques exemples d'échantillons. Il y avait une cinquantaine d'échantillons à peu près qui ont été collectés autour de Lyon pour l'eau uniquement. Là, ici, c'est des échantillons de l'eau. Donc, il y avait de l'eau de pluie, de l'eau du robinet, de l'eau dans les rivières, dans le Rhône et dans des affluents des tributaires du Rhône. Et tout ça a été publié récemment. Donc, c'est aussi dans ce cas-ci, on a fait l'effort que ce soit une science ouverte. Ben, c'est un bel exemple. Et il y a rien à redire. Là, c'est un journal de premier plan qui montre un exemple où, en fait, on a fait de l'excellente science. On a répondu à les questions des citoyens,
Puis, ben, tu sais, il y a une implication politique, il y a une action politique aussi qui est où clairement ça soutient une réglementation plus sévère, ça met en exergue qu'il y a des enjeux autour de Lyon. Et donc, je pense que c'était, en tout cas dans ce cas-ci, c'était gagnant-gagnant pour la plupart des gens impliqués dans ce dossier-là. Puis, ben, je vais compléter ici, là, j'arrive à peu près au temps qu'on m'avait alloué. Le lien là, vous donnera accès au public ou autre ou de m'envoyer un courriel s'il y a des choses qui vous interpellent. On pourra discuter plus longuement un petit peu plus tard. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, on va passer à notre prochaine conférencière. J'inviterai Brenda Parley à partager son écran. Donc, Brenda Parley vient de la chaire Beeler pour le changement climatique et la durabilité nordique au département des sciences des ressources naturelles. Donc, c'est ma collègue ici à l'école, à l'Université McGill. Elle fait partie aussi de l'école de l'environnement Beeler. Donc, Brenda, es-tu là? Oui. Thank you. OK. I'm going to do my presentation in English, but I have some French text in the slides, and really appreciate your patience. I'm relearning French, returning from living in Alberta for many years, and looking forward to reconnecting here. I am going to be focusing on a very specific kind of citizen science, participatory science, framed as community-based monitoring. And I'm going to be talking about a research project I led for 10 years in collaboration with Indigenous peoples from the Mackenzie River Basin Board and region. And it's a good moment to acknowledge the fact that I'm a non-Indigenous scholar working collaboratively with many Indigenous people, and happy to be here learning from all of you on Haudenosaunee and Anishinaabeg territory. I saw there's a hand up, and I'm wondering if that's for me. Can you hear me all right, Sébastien? Oui, c'est bon. Non, je ne vois pas de main levée, moi. I don't Oh, see okay. any hands up. Okay, Yeah. great. The landscape of community-based monitoring, important to acknowledge the fact that there's been a kind of explosion or of interest in the last 10 years especially. Community-based monitoring, similar to citizen science, Sebastian provided some definitions. CBM, or community-based monitoring, really focused on some of the same ideas of community or citizen engagement in tracking different kinds of ecological, but also social, cultural, and economic changes occurring within ecosystems and communities. And it's that interdisciplinarity piece that's quite interesting when we're thinking about monitoring water and watersheds. The interest or development of community-based monitoring over the last 10 years is large part tied to different sorts of trends, increase in public concern, of course, about climate change and biodiversity loss, the tremendous amount of innovation that's happening in geographic information systems and other kinds of tools, enabling greater access to tools for data collection. There's also, for good or for bad, some increased critical thinking or lack of thinking in some cases about science and who constitutes an expert. And so that space is also very lively at the moment for a variety of reasons. Government cutbacks in long-term monitoring programs across Canada, but also internationally, has also created space where community-led monitoring or Indigenous-led monitoring is seen sometimes as a quote-unquote cheap way to continue to gather data that's relevant. And I use cheap carefully. So that was a citation from or a reference from an article that was published a number of years ago. Sort of for good or for bad, a bit of a trend. There's also
in respect of Indigenous peoples, greater awareness of the socioeconomic and political inequities experienced by Indigenous people, and growing recognition of Indigenous rights. So the development of a lot of monitoring programs, depending on where you're looking, and we did a scan of 35 plus community-based monitoring programs in Canada, looking at the extent to which they're developing in areas where there is limited capacity, remote areas of the North, for example, to fill data gaps, or in areas where there's lack of confidence in science or lack of trust of government or industry data about water and water quality. And certainly we see that in Northern Alberta in the oil sands region. The characteristics of Indigenous engagement in community-based monitoring or Indigenous-led monitoring are varied. Many programs, whether Guardians programs or the Nihatni programs in Northern Canada, or other programs in Western Canada, for example, on the coast, they're driven by community values and community interests in answering questions such as, can I drink the water? Can I eat the fish? There's also tremendous motivation looking at monitoring as an opportunity for training and employment, particularly for youth in communities who are looking for ways to more meaningfully engage in stewardship of their lands and resources, as well as providing opportunities for education, not only locally, but beyond in terms of public interest. In many contexts, community-based monitoring, some examples are tied to the Indigenous Leadership Initiative Guardian program. We see them as an expression of self-determination, a movement towards reconciliation and sovereignty, but also they create tremendous opportunities for people to reconnect with one another, reconnect with the land from which they may have been displaced or have significant concerns about the health of the land, water, and wildlife. So it has this sort of healing dimension that is incredibly important. The graphic on the right-hand side showing a bit of a spectrum when you look at the literature on community-based monitoring or a number of different programs across the country. There's a tension between what constitutes participatory, and others in the panel have highlighted the importance of collaboration, maybe in that in-between space between Indigenous-led research and participatory. There's also a lot of critical discussion amongst Indigenous scholars about what constitutes science, what constitutes Indigenous knowledge, and the interconnections between the two, and the braiding and opportunities for two-eyed seeing or for Indigenous and non-Indigenous peoples to work together. So depending on the program, you may see different dimensions of these epistemological and power relations in different kinds of monitoring programs. This slide, there's a lot going on, so I'll just trying to keep my presentation brief, but in some cases that just meant I crammed more text onto the slides. On the far left, you'll see the watershed. The Mackenzie River watershed comprises 1/5 of Canada's land mass. It's the second largest watershed in North America. Although there's more water per se in the Great Lakes, St. Lawrence, the Mackenzie River watershed is larger in terms of square kilometers. The project that we developed called Tracking Change emerged in collaboration with the Mackenzie River Basin Board and the Indigenous peoples represented in that board. And over 10 years, we were able to fund 30 projects in 12 regions, and you can see that on the slide with respect to the yellow yellow symbols that enabled us to think about how communities can work together across such a large region
to answer those questions, such as, can I drink the water? Can I eat the fish? And many other questions. So a SSHRC partnership grant was developed, and we were successful, and following that came up with a terms of reference based on a participatory process of people sharing ideas about what should be the focal points of monitoring of research. That created kind of a scope of work, and then we were able to fund through the partnership grant Indigenous organizations directly to develop their own indicators and gather their own data in respect of those focal points of interest across the basin. And so this was messy and wonderful in lots of ways. The challenge of ensuring that work retained its sort of depth and local meaning, but at the same time contributed to large-scale thinking and understanding of what was going on in the watershed. Also a diversity of organizations, governments, Indigenous governments, Crown governments, many languages, Indigenous languages. There are 11 represented in the organizations we funded. Many different kinds of relationships and cultures, histories connected to different areas of the basin. And of course, it's very ecologically complex and diverse. So this kind of non-standardization piece was critical. How do we embrace the diversity of organizations, et cetera, in doing this work, but at the same time, again, contribute to a larger watershed-wide understanding. Some of the themes, or kind of what catalyzed a lot of concern and the development of the program, was the downstream impacts of development from Alberta. As you may know, the water flows south to north in the Mackenzie River watershed. So what happens in Alberta gets flushed downstream into the Northwest Territories. And that kind of common concern really helped create some scope for figuring out how to link data sets together from different regions. And just to give you some examples, it was an interdisciplinary program. The scope was more than just water, the health of the watershed. It was also included livelihoods, health and well-being, and a greater understanding of stewardship or governance in the basin. Some examples of indicators, people very concerned about water levels and the ways in which declining water levels or flood events were impacting travel and access to key sites in the basin. Fish population declines and changes in the dynamics of migration, the quality of fish harvested, and other aquatic species being of tremendous concern, of common ground. And then we also saw connectivity in terms of the methods, qualitative and quantitative methods, observations of what was happening in each region. These observations, although one might think that community science or Indigenous knowledge is simply opinion or a one-stop sort of observation of what's going on in the system. I share the photo here of a dear colleague, elder who's now passed away, Ernest Boucher from Tlitsagedana First Nation. Ernest lost his brother traveling on Great Slave Lake before Ernest himself passed away due to thinning ice conditions. And of course, that speaks to the impacts of climate change. But when people are making observations about the thickness of ice, the quality of water, they're not doing so randomly, but because in often cases it's a life or death situation, as people are living in remote areas, it has tremendous significance. So Ernest, among others, has been monitoring or tracking changes in his environment in the same way, in using the same indicators, using the same methods
year after year after year, and that carries on over generations. So when we're thinking about science and replicability of science or methods, there's nothing more, I guess, replicable than the ways in which local people understand change in their own environments. The biggest, I guess, challenge or opportunity that emerged from this work was thinking about FIT, which isn't easily translated into French. I think my best guess was lien méthodologique, the interconnections between institutions, sociocultural livelihoods, well-being, as well as the political institutions. The great opportunity was the diversity of what was going on in the environment. So rather than trying to dampen that or erase that, looking at ways to embrace that kind of diversity. And the example of the photo on the left-hand side is from our website, the Tracking Change website, where we were able to think about that diversity, not in a kind of a hodgepodge way, but through the lens of key questions that emerge from communities. Can I eat the fish? Can I travel safely on the ice? Can I drink the water? So these core questions that were common across the basin became the lens through which we interpreted data. So in Northern Alberta, as an example, communities gathering information about the health of the fish, it mattered little to the people downstream, the Decho, how that data was being collected or the protocols for that. If Mikisew Cree and Athabasca Chipewyan First Nation shared with their colleagues downstream in the Decho region that there was a problem with the fish, that was enough. It didn't need to be replicated in the Decho region. They had their own way of doing the monitoring that in turn was shared further downstream in the Sawtooth. So the fit or the interconnections between the methods as well as the data, incredibly complex, but we're trying to keep it as simple as possible and also mirror the social connections that people had with one another. Probably running out of time, Sebastian. 3 minutes. Yes, maybe a bit. Yeah. Okay, so just to close, wanting to highlight some of the fun aspects of the project and knowledge mobilization activities that were critical in the communities. Trying to develop now an online course that mobilizes outcomes from the project. The other key point, wanting to highlight the challenges associated with if you remember Sebastian's graphic, the first 3 or 4 dimensions of monitoring or citizen science is very social, very exciting in terms of people getting out on the land and gathering information, and it's a very social process. The data analysis and reporting piece, less social, and so it becomes a bit more exclusionary. And some of the work we're doing now is to look at how to develop more social engagement around the data interpretation and use from monitoring. And maybe I'll end it there. There's some lessons learned from the project that I'd love to chat more about in the Q&A. And I've highlighted some of them already, but perhaps I'll leave it there, Sebastian, and we can reconnect in the Q&A about these themes, and just finally wanting to thank all of those involved in the project from across the Mackenzie River Basin Board, as well as funding agencies and governments. Merci. Parfait. Thank you very much, Brenda, for this presentation. Merci. Et donc, on va passer tout de suite à notre prochaine conférencière, qui est Julie-Christine Martin, qui est chargée de projet de mobilisation, partenariat stratégique et volet autochtone
au groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau. Donc, Julie-Christine, tu es là, parfait. Et on voit tes slides parfaitement, merci. Tu peux commencer quand tu es prêt. Merci Sébastien, j'étais en train de chercher mon micro, donc je l'ai trouvé. Alors, merci de l'invitation pour participer à ce webinaire aujourd'hui. Donc, moi, je viens vous présenter les activités, dans le fond, la science participative qui est au cœur des activités du G3E. Donc, comme Sébastien l'a dit, je suis chargée de projet au G3E pour la mobilisation, les partenariats stratégiques et le volet autochtone. Puis, dans le fond, moi, je suis biologiste de formation. Je suis une personne alloctone. Je travaille dans le domaine de l'éducation à l'environnement auprès de divers publics, dont des jeunes et des organismes autochtones depuis 2017. J'ai rejoint l'équipe du G3E en 2018 pour développer le volet autochtone. Puis, j'ai aussi coordonné le programme J'adopte un cours d'eau pendant quelques années. Depuis janvier 2024, je travaille sur le volet mobilisation, puis ça comprend le développement d'un collectif de sciences participatives de l'eau au Québec, que je vais vous parler dans la deuxième partie de ma présentation. Donc, c'est vraiment un format assez court pour cette présentation-là. La première moitié, je vais vous présenter rapidement nos différents programmes de sciences participatives au G3E, puis notre réseau aussi au G3E. Puis ensuite, je vais vraiment me focusser plus sur le collectif au Québec, qui est une nouvelle initiative qui est coordonnée par le G3E. Donc, le G3E, on existe depuis 1989. On est là pour préserver les écosystèmes aquatiques grâce à l'engagement des collectivités. Puis notre vision, c'est vraiment d'être au cœur d'un mouvement citoyen qui est inclusif et engagé dans la surveillance et la protection de l'eau. Puis comment on fait ça? Puis c'est en outillant les citoyens pour les aider à comprendre leurs écosystèmes aquatiques pour qu'ils puissent s'engager dans leur protection. Je vous ai mis notre site web ici en bas de diapositive si vous voulez en apprendre plus sur nous. Ici, c'est tous les programmes que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, pour chaque programme, je vous ai mis le site web en bas de page, donc vous allez pouvoir en apprendre un petit peu plus par la suite. J'aurais aimé ça, vous parler un peu plus en détail là, des bioindicateurs qu'on va utiliser, de nos différents indices de santé des cours d'eau qui ont été développés, mais je ne pense pas avoir le temps dans ma présentation. Cependant, j'ai quelques diapos prêtes si jamais il y a des questions là-dessus pendant la période des questions. J'en profite aussi pour vous mentionner qu'on a une carte interactive au G3E qui va, dans le fond, présenter nos différents réseaux et les données de nos différents programmes. Donc, vous pouvez aller visiter cette carte si ça vous intéresse. Alors, j'embarque tout de suite dans nos différents programmes. Donc, je commence par J'adopte un cours d'eau, qui est un programme éducatif de sciences participatives. C'est destiné à la 5e année du primaire jusqu'au collégial. Puis, il existe depuis 2000. On va vraiment plonger les jeunes au service de l'eau dans ce programme-là. Donc, c'est eux qui prennent le rôle de scientifique pour la journée, le temps d'une sortie terrain au bord de leur cours d'eau pour récolter des données. On va pouvoir faire le programme sur des cours d'eau à substrat grossier ou meubles et dans des lacs. Puis, on va regarder différents paramètres comme la physico-chimie, la bactériologie et un bioindicateur, soit les macro-invertébrés benthiques ou les poissons. Puis, dans le fond, en étudiant l'environnement naturel, ça va nous permettre d'émettre un diagnostic en lien avec la santé du cours d'eau, l'état de santé global du cours d'eau. Puis, le programme a été développé, donc nos indices là, avec des scientifiques, puis le côté pédagogique avec des didacticiens des sciences. Ensuite, je vous présente Survol Bentos, qui est un programme de surveillance volontaire des petits cours d'eau à substrat grossier uniquement. On va utiliser les macro-invertébrés benthiques dans ce programme-là comme bioindicateurs. Puis, on va aussi regarder la physico-chimie et la qualité de l'habitat. Ça s'adresse à des organismes qui veulent faire le suivi de leurs cours d'eau puis contribuer à la recherche scientifique. On va avoir un groupe d'identificateurs de macro-invertébrés qui est certifié, qui sont formés par le G3E pour réaliser l'identification des échantillons. Puis le G3E va aussi faire une validation des identifications. Ce programme-là a été développé avec le MELCCFP. Puis ensuite, je vous présente rapidement Des rivières surveillées, s'adapter pour l'avenir, qui est un projet à long terme qui a débuté en 2017, puis on a commencé une 3e phase à l'été 2024. C'est un réseau permanent de suivi de la santé des cours d'eau pour évaluer la vulnérabilité des cours d'eau au changement climatique, puis aussi pour pouvoir s'y adapter. Puis dans le fond, on va utiliser les protocoles de J'adopte un cours d'eau et de Survol Bentos pour faire le suivi de l'état de santé des cours d'eau.
Puis il y a eu aussi des ajouts qui ont été faits là, en lien avec les changements climatiques, par exemple l'utilisation de taxons indicateurs de tolérance thermique pour les macro-invertébrés benthiques, puis des espèces indicatrices de préférence thermique pour les poissons dont j'adopte un cours d'eau. Ensuite, Climaction, ben, c'est un programme qui va utiliser aussi le protocole de J'adopte un cours d'eau, mais dans le fond, les élèves, puis leur école, puis leur communauté vont développer des pistes de solutions d'adaptation au changement climatique en utilisant des stratégies de la pensée design. Donc, il y a plusieurs ateliers là, qui sont développés dans ce programme-là pour mener à la réalisation d'une action pour aider leur cours d'eau là, à s'adapter au contexte climatique. Puis finalement, je vous présente notre application qui s'appelle Cours d'eau branché, qui permet aux citoyens d'en apprendre plus sur les cours d'eau, de s'impliquer dans leur surveillance des cours d'eau, puis de contribuer à la science aussi avec des stations virtuelles. Les données qui sont récoltées vont permettre de documenter l'état de santé des cours d'eau, puis leurs écosystèmes là, face au changement climatique. Donc, ça fait le tour des petits programmes, bien, pas des petits programmes, mais de nos programmes, excusez, qu'on a au G3E en sciences participatives de l'eau. Puis comment on fonctionne au G3E? En fait, on est une petite équipe, on est environ une douzaine d'employés permanents, puis on est situé dans la région de Québec. Donc, on va prendre en charge les activités de nos programmes dans la région de Québec. Mais pour ce qui est du reste de la province et même à l'extérieur de la province au Canada, on a quelques participants là, à l'extérieur. Dans le fond, comment on va procéder, c'est qu'on va faire appel à notre réseau de coordonnateurs régionaux. Donc, ce sont des organismes, soit des OBV, des organismes en environnement, ça pourrait être aussi des parcs nationaux, qui vont, dans le fond, être formés par le G3E pour réaliser les programmes dans leur communauté avec leurs participants, donc soit en milieu scolaire pour mettre, par exemple, j'adopte un cours d'eau, ou en milieu communautaire. Puis, dans le fond, le G3E, nous, on est vraiment fondateur et gestionnaire des différents programmes que je viens de vous présenter, qu'on a développés avec différents partenaires là, financiers, éducatifs, scientifiques et gouvernementaux. Puis, on est le lien là, avec nos coordonnateurs régionaux, nos différents partenaires là, qui réalisent nos programmes. Donc, maintenant, je passe à la présentation du collectif au Québec, qui est notre plus récent projet qu'on met en place. Donc, c'est une initiative qu'on coordonne, mais qui est soutenue par un comité stratégique pour les grandes décisions. C'est quoi, en fait? Ça va être, c'est un regroupement d'organismes de différents groupes, en fait, des groupes citoyens, des écoles, il pourrait y avoir des groupes de recherche, des scientifiques, des gouvernements, etc., qui vont réaliser des projets de sciences participatives de l'eau. Donc, tous ces groupes-là peuvent être membres du collectif au Québec. La mission, c'est de mobiliser les connaissances des acteurs de la science participative de l'eau au Québec et de susciter leur engagement en offrant des opportunités de réseauter, d'apprendre et de travailler ensemble. Puis, il va y avoir différentes activités qu'on va proposer aux membres, comme des rencontres en personne ou en ligne, des formations, des activités de réseautage. Puis, les membres vont être amenés à collaborer sur des dossiers pour faire avancer la science participative de l'eau au Québec. Donc, la vision, c'est un réseau de sciences participatives pour la santé de l'eau qui est reconnu pour l'engagement durable des communautés, la diversité des acteurs et le partage des savoirs scientifiques et traditionnels. Comment c'est né cette initiative? En fait, c'est né d'un événement qui a eu lieu en novembre 2022, le Forum sur la science participative de l'eau, qui est un événement de 2 jours qui a été organisé notamment par le G3E, mais aussi par l'Université de Montréal, le ROBVQ et DataStream, puis qui a été financé par la Fondation ECO. Puis l'idée, c'était de mettre de l'avant la science participative de l'eau au Québec en rassemblant les acteurs de l'eau, en dressant un état de situation, puis en formant un espace de convergence. Et tout ça a permis d'établir une vision commune, puis un plan d'action pour soutenir le travail des différentes organisations, puis mettre en commun les efforts de tout le monde en lien avec la science participative de l'eau. Il y a eu 65 personnes participantes qui provenaient de plus de 30 organismes de différents milieux. Puis, il y a eu des discussions sur les forces, les faiblesses et les enjeux de la science participative de l'eau. Il y a un rapport d'ailleurs qui est disponible sur notre site web en lien avec ce qui est sorti là, du forum. Puis, il y a eu aussi la définition d'une vision de ce que devrait être la science participative de l'eau au Québec et le développement d'un plan d'action qui incluait le développement d'un nouveau collectif de sciences participatives de l'eau au Québec. Puis, dans le fond, le comité organisateur du forum de 2022 est devenu le comité stratégique de ce futur collectif de sciences participatives de l'eau. Puis, le comité stratégique a désigné le G3E pour coordonner le développement de ce nouveau collectif. En 2023, on a obtenu un financement de démarrage de DataStream qui a permis au G3E de débuter le travail en 2024.
Donc, dans la dernière année, depuis janvier 2024, on travaille à définir la structure organisationnelle du collectif. On a recruté des nouveaux membres sur le comité stratégique qui est passé de 4 sièges à 8 sièges. On a créé l'image de marque, développé une base de données, puis une carte géolocalisée qui va devenir un répertoire des acteurs de la science participative de l'eau au Québec, qui va être éventuellement mis en ligne sur le site Web du collectif. On a aussi réussi à obtenir un financement supplémentaire avec le MEL-CCFP dans le cadre du Fonds bleu de la stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 pour une durée de 3 ans pour nous aider à réaliser les activités du collectif puis son développement. On a mis à jour notre plan d'action, puis là, la page web du collectif est maintenant en ligne. Puis on se prépare au lancement des adhésions là, qui est à venir dans les prochaines semaines. Donc, ça va être bientôt possible de devenir membre de ce nouveau collectif. Puis en 2025-2026, on va procéder au recrutement de membres. On veut aussi recenser les besoins et les ressources de nos membres, puis développer une offre d'activités qui répond à leurs besoins et bien sûr réaliser les premiers événements. On veut aussi mettre en place des comités de travail avec les membres, par exemple un comité scientifique ou un comité financement. Puis, on va développer différents processus là, comme l'évaluation annuelle, stratégie d'engagement, etc. Et bien sûr, chercher d'autres financements supplémentaires pour nous permettre de réaliser nos ambitions. Puis, pour vous donner des exemples de démarches à plus long terme du collectif, donc on parle à partir de 2026-2027. En fait, c'est des démarches qui pourraient être réalisées soit par des comités de travail des membres du collectif ou via des projets de recherche. L'idée, c'est de faire avancer le domaine de la science participative de l'eau au Québec. Donc, quelques exemples de projets qui pourraient avoir lieu. On pourrait développer une méthodologie pour chiffrer la valeur de l'investissement de la science participative. On pourrait faire la démonstration de l'impact de la science participative dans la culture scientifique, mettre en valeur la connaissance tirée des données de sciences participatives et bien plus. Si ça vous intéresse d'en connaître davantage sur le collectif au Québec, vous pouvez visiter le site web ici. Vous allez pouvoir trouver par ailleurs le plan d'action qui est là. Puis aussi, vous pouvez vous inscrire à l'infolettre pour être tenu au courant du lancement des adhésions qui est à venir dans les prochaines semaines. Donc, merci. Oh, mon micro était fermé. Parfait. Merci bien, Julie-Christine. Donc, merci à tous les conférencières et conférenciers. Donc, on va juste prendre 1 ou 2 minutes pour faire notre transition vers les questions, mais vous pouvez prendre quelques minutes là, pour vous divertir les jambes, vous faire un café, euh, faire des jumping jacks, faites ce que vous voulez pour vous dégourdir. On va prendre 1 ou 2 minutes, puis on va vous revenir pour les questions. OK, donc, je pense qu'on peut commencer la période des questions. Donc, notre première question qu'on avait, comment la rentabilité de la science citoyenne participative se compare-t-elle à d'autres méthodes de collecte de données? Je pense que je vais l'envoyer celle-là à Julie-Christine. C'est quoi ton expérience envers la rentabilité de la science citoyenne participative? Ben, en fait, de notre côté, je veux dire, on croit qu'il y a une très grosse rentabilité de la science participative, mais c'est un des dossiers justement qu'on veut aborder avec le collectif. Donc, par exemple, développer un projet de recherche là, qui pourrait venir quantifier un petit peu plus de cette rentabilité-là, mais je n'ai pas la réponse officielle présentement à la question. Je pense que tout le monde qui en a déjà fait, est d'accord pour dire que c'est très bénéfique, mais de là à le chiffrer, c'est peut-être une autre chose. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait contribuer à cette question-là? Ah, Sébastien? ouais, je vais peut-être me permettre. Dans Adopte un lac, on avait quand même essayé de chiffrer l'apport monétaire que valait tout cet échantillonnage qui est fait par les citoyens. Et donc, la valeur monétaire est énorme de par l'effort logistique. Là. Tu sais, si moi, je devais payer un technicien qui se déplace, qui va échantillonner, donc il y a quelques outils qui sont en place pour essayer de numériser ça. Mais la vraie valeur ajoutée, c'est l'empowerment des gens, c'est de mieux les informer, de mieux les aider à prendre des décisions. Et comment on chiffre cette valeur-là? Bon, oui, les économistes peuvent mettre des valeurs à tout, là, mais ce bout-là est plus difficile. Je suis d'accord avec toi.
Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait contribuer à celle-là? Et si José? je peux me permettre, oui. En fait, en plus de la valeur ajoutée au fait qu'en effet, ça donne accès à des terrains de recherche que les chercheurs et les chercheuses n'ont pas accès autrement. Il y a aussi tout le bénéfice en termes d'ouverture des perspectives de recherche. Puis ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi. Donc, des chercheurs et chercheuses qui vont s'enligner dans des ouvertures qui mènent leur recherche dans un autre monde. Pas changer complètement de thématique, bien sûr, mais quand même, ça l'amène vers d'autres choses et ça, c'est très enrichissant. Puis il y a une valeur ajoutée qui ne se chiffre pas, en effet, économiquement, mais qui est quand même qu'on voit, nous, au quotidien Ouais. avec nos jobs. Ouais, je suis d'accord, ça ouvre des opportunités en fait qu'on n'aurait pas si on n'avait pas la science citoyenne. Merci. Donc, on va passer à la prochaine question, pardon. Euh, Comment les besoins de la science citoyenne participative se distinguent de ceux d'une science plus traditionnelle en termes de ressources, de visibilité, de participation? Quoi les besoins particuliers de la science citoyenne participative? Julie-Christine? Non? Ah ben Ah, Sébastien avait l'air prêt à répondre. Je peux y Sébastien, aller vas-y. après. Ben, Parfait. pour moi, la grosse différence quand je fais ce genre d'exercice-là, c'est qu'il y a un dialogue avec les citoyens, avec les gens, avec des intervenants. Donc, c'est ce dialogue-là. Donc, oui, la science que je fais se ressemble parce que c'est le même genre de science, mais la façon le cadre qu'on met autour, il est vraiment mis là pour répondre à une question, pour aider à un enjeu qui répond à des citoyens. Puis il faut aussi s'assurer que dans le rendu des résultats, il y a une façon de rendre les résultats qui va être accessible autant en termes Mhm. de données qu'en termes de compréhension aux gens. Donc, pour moi, c'est la grosse différence. C'est vraiment ce dialogue-là avec les intervenants du milieu. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait contribuer? Ben, je peux Julie? ajouter aussi que, en fait, le, justement, le fait que d'impliquer les citoyens, tout ça, ben, ça a été mentionné dans quelques présentations. Ça peut aussi changer les orientations des projets selon les besoins là, des participants. Donc, j'aurais envie de dire que ça se distingue peut-être dans un cadre de flexibilité, je dirais, dans le sens qu'il faut être un peu plus flexible et être prêt à changer notre plan là, qu'on avait. En tant que Mhm. scientifique, on est souvent très bien encadré et très strict, je vais dire, là. Mais c'est pas nécessairement ça, puis c'est pas un reproche, là. Je suis scientifique moi aussi. Mais d'avoir un peu plus de flexibilité là, dans comment on développe les projets et puis les études et comment on les présente aussi, les résultats par la suite, là. OK, merci. On va passer à la prochaine question. En fait, je pense que Sébastien t'en a parlé un peu, mais la question, c'est comment est-ce que la science citoyenne participative peut-elle aider les chercheurs, les décideurs à avoir des échantillons, en fait, d'endroits qui sont manquants. On a peu de données dans des endroits, donc je pense que tu y as touché un peu. Ben, il y a deux aspects. Il y a un aspect que, en tout cas, nous, ça nous aide à identifier des cas ou des scénarios où on ne savait même pas qu'il y avait un problème. Tu sais, il y a des enjeux où on ne serait même pas allé voir parce qu'on ne savait pas qu'il y avait un enjeu. Et donc, ça, la contribution citoyenne, elle est très, très précieuse. Et Mhm. ensuite, ben, il y a le coût de déplacement, là, tu sais, d'aller chercher des Ouais, ouais. échantillons en Abitibi, c'est compliqué. Puis ben, à Lyon, là, je veux dire, les 50 échantillons d'eau puis les 200 sols autour de Lyon, si c'est moi qui avais dû le faire, ça ne serait pas arrivé, là. Ça, c'est évident. OK, merci. Ah, et puis en retour, en fait, qu'est-ce que tu penses que c'est la responsabilité des chercheurs envers les communautés? Je vais la traduire tout de suite, cette question-là, pour Brenda, but you know, when researchers collect data with communities, what is the responsibility of the researcher toward that community? Sébastien ou Brenda? Brenda, veux-tu la prendre en premier? Oui,
Thank you. I think the conventional relationship between researchers and communities is changed in participatory science. It's usually when someone from the university works with the community, the researcher, the expert from the university is the one with the power to decide how the research is done, what happens to the data. And in that context, returning the data to the community is important. With participatory science or community-based monitoring, it's almost the reverse. If the communities have more control to make decisions of design, method, data collection, and use, it is the researcher's role to ask questions. How can I support you in interpreting that data or using that data? Or how can I contribute in some way to other knowledge mobilization activities? So I think the question's interesting because there are two different kinds of roles that researchers often play in monitoring. OK, thank you. Sébastien, veux-tu contribuer aussi? Ben, oui, puis il y a probablement il y a comme deux approches qui sont très différentes. Si je veux faire un projet avec une communauté autochtone, puis que j'arrive dans la communauté, puis que je leur explique mon projet, puis que je veux qu'ils m'aident, c'est très top-down. C'est moi qui arrive, puis qui veux leur aide pour faire quelque chose. Il y a beaucoup des projets de sciences citoyennes que j'ai faits, c'est des gens qui m'ont écrit. C'est des gens qui avaient un besoin qui me contactent. C'est des villes, c'est des maires, c'est des citoyens, c'est des riverains de lacs. Et donc, c'est plus dans la posture de répondre. Ensuite, ben, il y a quand même des enjeux, même si je réponds aux besoins d'un citoyen autour du lac, il faut quand même que je leur explique que oui, il y a des cas où j'ai fait des analyses gratuitement, mais j'ai dit, écoutez, moi, je veux bien assumer les frais des analyses, mais il va falloir que ce soit des résultats en sciences ouvertes qui vont être disponibles pour tout le monde, puis qui vont être diffusés. Donc, il faut juste que je m'assure que tout le monde comprend ça. Habituellement, ils veulent une action politique, donc ils veulent que ça se sache, puis ils veulent que ce soit diffusé, mais il y a quand même des implications. Tu sais, si j'identifie un lac puis que je dis que le lac est contaminé, ben, la valeur mobilière peut baisser, il peut y avoir des enjeux, il y a des gens qui pourraient ne pas être contents. Puis il y a plein d'exemples, on peut en mettre plein. Donc je pense que c'est très différent si on arrive dans une communauté ou si on répond à un besoin, mais c'est vraiment important que tous les gens qui s'impliquent comprennent bien les règles du jeu. Puis je pense pas qu'il y a de règles uniques, puis qu'il y a de façon unique de faire tout ça. C'est très, très différent dans beaucoup de contextes, mais faut que cette transparence-là soit expliquée au départ. Les gens qui ne veulent pas embarquer n'embarquent pas. Ou si les exigences communautaires sont trop restrictives, ben, il y a peut-être des profs qui vont dire, ben, écoutez, votre projet, c'est un beau projet, mais ce n'est pas pour moi. Ouais. Ben, je pense que c'est ça, hein. Au départ, la science participative, il faut qu'on se parle, puis il faut qu'on établisse les règles du jeu, puis il faut qu'on se mette d'accord dès le début. En fait, je vais sauter quelques questions, mais on parle de projets ici, mais comment on fait pour financer ces projets-là de sciences citoyennes participatives? Hein? How do we fund those kind of project? Brenda, you talked about SSHRC. Sébastien, tu as parlé de Génome Québec. José Aubin, moi, j'ai parlé du programme engagement. What else can we do? Quoi d'autre on peut faire pour financer ces projets-là? Brenda? Yes, maybe I'll just quickly add. Julie-Christine après. There are wonderful opportunities where there is a regulatory requirement for community engagement in monitoring or research in some way. There are a number of examples with Parks Canada, for example, now in Northern Alberta, related to Wood Buffalo National Park and the Peace Athabasca Delta. The Northwest Territories government also has a water stewardship strategy, which creates a mandate for communities to be involved in monitoring. So I think when it's a core requirement of government and the public see the value of that engagement, not only in terms of data, but also communities able to answer their own questions
being engaged in different ways. I think it's really fruitful. OK, thank you. Julie-Christine? Oui, ben, moi, en fait, je pourrais parler peut-être plus de nos projets qui touchent les jeunes, en fait. Donc, puis je ne l'ai pas mentionné, là, mais nous, le G3E, on est un OBNL, donc un organisme à but non lucratif. Donc, on peut aller chercher là, des genres des subventions là, pour OBNL. Donc, pour les programmes qu'on a qui sont plus des programmes jeunesse, il peut y avoir des fonds là, qui peuvent être disponibles en lien avec l'éducation puis la sensibilisation des jeunes ou l'implication même des jeunes dans les projets. Puis dans le cadre de Des rivières surveillées, s'adapter pour l'avenir, ben, puis de Climaction, on a eu des fonds via des programmes de subventions gouvernementaux en lien avec les changements climatiques, vu qu'il y a vraiment une emphase là, sur les changements climatiques qui a été mise dans ces projets-là. Sinon, d'un côté plus local, tu sais, par exemple, si je pense à une école ou une communauté qui veut s'impliquer dans un projet de sciences participatives, ça pourrait être intéressant, par exemple, d'aller chercher des commandites d'entreprises locales, donc essayer d'impliquer les acteurs du milieu aussi dans les projets, mais dans le financement également. OK, merci. Sébastien, et ensuite on passera à José. Ben, c'est clair que quand tu as des projets spécifiques, des projets ponctuels, ou comme le lac d'Orlick, quand tu mentionnais, tu sais, quand il y a un projet circonscrit, il y a quand même beaucoup d'outils subventionnaires, il y a des programmes, c'est plus facile de vendre l'idée pour un projet conscrit. Il y a plein d'options. Ce qui est le plus difficile, je trouve, de mon point de vue, puis la question a été posée aussi, c'est pour un truc dans Adopte un lac, comment je maintiens ça dans la continuité, comment je maintiens ça dans le temps? Là, c'est plus Mm. difficile. Parce qu'au début, c'est tout nouveau, on peut avoir des subventions, on a un intérêt, ça va bien, mais dans la continuité, donc Yeah. probablement que Julie-Christine, dans certains des projets ou autres, tu sais, au début, c'est tout nouveau, c'est facile d'avoir une subvention, les gens nous aiment, mais quand c'est le deuxième puis troisième renouvellement, la nouveauté se perd et ça devient plus difficile. Donc, je dirais qu'il y a quand même une nuance entre les outils pour des nouveaux trucs puis la continuité. C'est vraiment là que je trouve qu'il y a un gros défi. José? Oui, très brièvement, je veux rebondir sur ce que Brenda disait, à savoir que quand tu regardes les instruments de politique publique, puis à l'international, il y a des lois, comme une loi en France qui s'adopte pour faire de la science avec et par la société. Et donc, c'est ancré dans la loi. Donc, les gens, le milieu de la recherche répond. Fait que, d'autre part, puis ça, c'est le genre de choses qui est intéressant. Nous, on a la stratégie québécoise de recherche et d'innovation qui nous a permis de mettre en œuvre des programmes comme Engagement. D'autre part, il y a aussi le fait que des projets comme des petits projets comme Engagement, à petit financement là, comme tel, ça a quand même, à ma connaissance, souvent un effet de levier pour aller chercher du financement au fédéral pour apporter ça à une autre échelle. Et ça, on le voit, je le vois couramment, des demandes de subventions qui se font pour après ça avoir un accès à un autre financement toujours en impliquant des citoyens, toujours dans le contexte, dans un contexte de sciences participatives. OK, merci. Euh, Parfait. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de possibilités de financement. Il faut un peu s'adapter. Et maintenant, je passerai à une question sur comment est-ce qu'on initie une communauté vers un projet de sciences citoyennes participatives. Puis, comment qu'on maintient leur intérêt sur du long terme. Sur du long terme, mais il y avait une question aussi plus récente là, dans le chat. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand que, finalement notre citoyen décide d'abandonner le projet ou que certains citoyens abandonnent le projet? Comment qu'on fait ça? Donc, premièrement, comment qu'on initie la communauté, comment qu'on maintient l'intérêt, puis qu'est-ce qu'on fait si ben, ils nous lâchent en cours de route? Sébastien, là, personne ne veut y répondre. Ah, je vais me lancer si personne ne veut. Ben, c'est pas une question facile, là. Tu sais, je pense que, tu sais, il y a probablement pas de réponse unique parce qu'il y a plusieurs volets à ta question. Je pense que la redondance, c'est d'éviter de travailler avec juste une personne, mais avec un comité ou un groupe, ça aide parce que tu es moins dépendant
bon, il peut avoir des enjeux personnels réels ou un déménagement, etc. là. Donc, je pense que d'être avec un collectif qui représente des gens plutôt qu'un individu, ça aide. Ça, c'est clair, là, tu sais, dans cette espèce de redondance, là, puis d'être capable de répondre, hein. Peut-être que je vais Mhm. laisser Brenda si elle a une autre idée pour répondre à ça. C'était pas une question Brenda? facile. Non, c'est pas une question facile. No, I just to build on the same point from Sebastian, this is a big challenge in some communities that I've worked with in the north. You know, there's a lot of turnover, staff turnover, or youth get involved in something and then they leave for college, which is actually great. So building in some redundancies, I don't like that word, but basically, okay, we anticipate of the 5 people that we're training, 2 are going to go on to college or work somewhere else. We don't think, you know, as long as there's enough resources to do that, of course, building in that kind of staged redundancy and also mentorship can be helpful. But it, again, depends on the availability of funds too. We're always back to that point, right? Anybody, est-ce que d'autres veulent contribuer à partager leur opinion là-dessus? Petit Vas-y. élément aussi, je pense que dans Oui. le maintien, tu as le bout de communiquer, d'avoir des résultats, de les impliquer dans les résultats, de faire des mises à jour. Tu sais, il y a un élément de communication qui est vraiment important pour garder l'intérêt et de faire, et qui n'est pas facile à faire, là. C'est le fun à faire une première fois, mais la continuité de ça, d'avoir les ressources pour le faire, bon, enfin, il y a des profs et des professionnels, on est tous trop sollicités là, donc de trouver des mécanismes pour être capable de mettre ça en place, c'est pas simple. Mhm. C'est à dire, là, mais c'est pas simple à trouver les temps et les Bon. heures pour faire ça. Et puis, dans le même ordre d'idée, en fait, comment pouvons-nous nous assurer que les citoyens et citoyennes suivront les protocoles de collecte de données, hein? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Euh, Julie-Christine, peut-être? Oui, ben, je Je- peux parler un peu de nos programmes, ben, comme j'adopte un cours d'eau, par exemple. Là. Nous, comment on s'assure que les données sont de qualité? C'est vraiment en formant un coordonnateur qui est une personne scientifique, en fait, qui travaille dans un OBNL ou un OBV, par exemple. Donc, les jeunes vont être accompagnés d'un scientifique pendant leur activité. J'adopte un cours d'eau. Donc, le coordonnateur va pouvoir valider que le protocole se passe bien. Là, il y a des aides mémoire terrain aussi là, pour Mhm. aider nos coordonnateurs. Dans le cadre de Survol Bentos, ben, on a des identifiants, là, des groupes d'identificateurs là, qui sont formés par le G3E. Donc, nous, c'est comme ça là, qu'on procède. Euh, c'est pas mal ça que je pourrais dire là-dessus, là, pour comment ça se passe au niveau des chercheurs. Je vais laisser les chercheurs s'exprimer là-dessus. Sébastien, merci. Ouais. La question m'énerve un peu parce qu'il y a une espèce de préjugé que la science citoyenne n'est pas nécessairement bien faite, puis, et ça mérite quand même pas mal. Et la question est autant valable avec un stagiaire de bac qui n'a pas fini son bac ou avec un stagiaire en maîtrise ou un étudiant qui commence son doctorat. Et c'est par défaut, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, tu sais, j'ai fait des analyses de PFAS qui sont parmi les trucs les plus compliqués à bien faire. Il y a des problèmes de blanc, il y a plein de choses. Mais quand on fait de la science citoyenne, on fait les mêmes procédures, on leur demande de répéter des échantillons, on demande d'intégrer des blancs de contrôle, des blancs de terrain. Donc, on utilise les mêmes contrôles qu'on ferait avec nos étudiants gradués, puis avec nos équipes techniques, puis ça valide, puis c'est aussi bon. Je pense qu'il y a beaucoup de Ouais, préjugés. Donc, la question reste ouais. valable dans comment on contourne ce préjugé-là. Mais je pense que c'est beaucoup des préjugés. Moi, mon expérience personnelle, en fait, c'est qu'à un moment donné, les citoyens, ils vont suivre les protocoles à la lettre, puis à un moment donné, il faut leur dire, ben écoute, stresse pas trop, tu sais, on relaxe, on prend une grande respiration, puis tout va être correct. C'est plus mon expérience par rapport à ça. Ben, bon. OK, on va passer à une autre question. Donc, je pense que c'est une question plus d'empowerment. Celle-là, je vais la poser directement à Brenda. Mais la science citoyenne participative peut être, elle,
peut-elle être un catalyseur pour rendre les collectivités plus autonomes et proactives? Hein? Can we use citizen science to help people kind of take control of their autonomy, their future, and things like that? What's your take on this, Brenda? I think there are lots of examples where that's actually happening and is one of the motivating factors for many Indigenous peoples to get involved in monitoring because it creates an opportunity to get youth on the land to learn about areas of their territory maybe that they've lost connection to. So very, very important. But I think the other piece that I would highlight is just kind of the opportunities for youth and the ways in which the monitoring programs create training skills for youth to go on and be self-determining or stewards of their own territory, but also just the confidence and the, as you use the word, empowerment that, we can do this. Very, very exciting to see that happening. So a lot of the programs I have now are very much centered on youth and creating opportunities for youth engagement. And I think that's a valuable dimension of the empowerment discussion. And spark their interest in science, essentially, right? Exactly. Yes. Youth going back to school, youth becoming activists at climate change events, youth becoming part of networks, starting their own NGOs, starting their own businesses. So I've seen a lot of different examples like that, and it's always so inspiring. Yeah. José, thank you. Oui, pour aller dans le même sens, en fait, faut penser que la science citoyenne, souvent, ça répond à un besoin local, puis une préoccupation locale. Donc, l'appropriation des connaissances, c'est des éponges, là. Puis, les gens sont intéressés à mettre en œuvre ce qu'ils apprennent à partir de la recherche qui se fait. Puis, juste à titre aussi anecdotique peut-être, mais quand même, c'est que nous, on a des gens qui décident, après avoir fait, des gens qui ne sont pas en recherche, qui décident de retourner faire des études après avoir participé au programme engagement. Donc, c'est aussi quelque chose qui est très révélateur en termes de sentiment d'apporter une réponse à quelque chose qu'ils cherchent, à une préoccupation qu'ils ont. Oui, d'y participer, en fait. OK, merci. Donc, on va commencer. Je vais commencer à prendre des questions du public. On va espérer d'être capable de toutes les faire, mais il y en a qui sont pas mal compliquées. Donc, une des premières questions que j'ai concerne la sécurité. J'en ai parlé un peu, mais comment les organismes impliqués en sciences citoyennes peuvent-ils faire preuve de diligence raisonnable pour la protection des bénévoles lors d'un échantillonnage in situ, hein, sur le terrain? C'est quoi la responsabilité des chercheurs par rapport à la sécurité? Euh, Peut-être moi, je peux y répondre un peu. En fait, quand on a commencé le projet, on avait parlé avec notre institution, puis l'institution ne veut pas trop prendre responsabilité. En fait, il tombe comme dans une espèce de flou. Je ne sais pas si c'est... José, veux-tu prendre cette question-là? Qu'est-ce qu'on fait pour la sécurité des personnes impliquées, là, des citoyens? Bon, il y a encore là, c'est le genre C'est une question de complexe. question où je me retourne vers notre service des affaires éthiques et juridiques pour voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est compliqué, c'est complexe en effet, mais quand c'est des gens qui sont en théorie euh, euh, identifiés comme co-responsables d'un Partenaire. projet de recherche, ça devrait en théorie être les mêmes genres de normes qui s'appliquent en termes de santé et sécurité. Ceci dit, quand c'est des participations plus élargies, là, j'avoue que je ne sais pas quel est le degré de responsabilité. C'est vraiment une question qui est importante, mais qui reste pour moi, de mon côté, en tout cas, encore ouverte. Puis comme je disais, moi, on en réfère Mhm. aux experts là-dedans pour pouvoir bien y répondre. Je pourrais pas le dire exactement.
Parce que c'est un peu compliqué parce que les citoyens, en fait, ne sont pas membres de l'université de rattachement non plus. Donc, ils C'est ont pas comme des salariés. le statut est comme pas clair, là. Donc, ça reste une question ouverte. Ceci dit, juste précision, c'est que nous, on travaille pour justement avoir une espèce de statut en recherche des personnes qui sont de milieux hors académique. C'est une des grandes Mhm. préoccupations qu'on a pour clarifier ça, justement. On ne pourra pas le faire tout seul, mais on veut quand même catalyser un peu les discussions autour de cette question-là. OK, merci. Une question encore sur les données, là, dans un but de transparence dans le cadre d'une visée de données ouvertes. Je me demande comment adresser les données qui semblent suspicieuses, donc peu plausibles lors de notre retour aux participants et même lors de publications. Est-ce que ça a déjà arrivé à quelqu'un ici d'avoir affaire à des données suspicieuses qui avaient été collectées par des citoyens? Comment les faire? On retourne un peu à la question, ben, la qualité des données, Sébastien. Bon, je ne connais pas de scientifique qui a jamais reçu des données un peu étranges. Ça fait partie de faire de la science, même quand on reste dans le labo. Ça arrive. Donc, il y a une espèce de démarche scientifique normale qui est d'essayer d'évaluer. Est-ce qu'on peut répéter? Est-ce que c'est atypique? Est-ce que c'est juste un échantillon? Si on retourne au même endroit, est-ce qu'on arrive à le répéter? Même si là, ben, surtout dans les suivis, pour nous parler d'algues bleu vert, c'est pas parce qu'on retourne 2 semaines plus tard qu'on va pouvoir confirmer. S'il y en a encore, oui, OK, on peut confirmer, mais s'il n'y en a plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas il y a 2 semaines. Donc Ouais. je ne pense pas qu'il y a de réponse simple, mais c'est la même démarche scientifique, que ce soit un citoyen qui l'ait collecté ou que ce soit un étudiant ou que ce soit un technicien. Ouais, ouais. Puis peut-être ajouter aussi que dans un cadre de recherche très, très contrôlé, par exemple des étudiants au doctorat ou des post-docs, on en a des données suspicieuses quand même. Donc c'est quand même un tri qu'on fait de toute façon, peu importe avec n'importe quelle donnée, en fait. C'est pas parce que c'est des données qui sont collectées par des citoyens qui vont être traitées différemment, hein. Ça fait tout, ça rentre tout dans le même pipeline. Brenda, do you want to contribute to that? Yes, just to build on, I think Sebastian's earlier point about what's inherent in that question. I think it's also valuable when we're thinking about diverse knowledge systems and working with different cultures and different organizations to challenge our own biases about what constitutes good data, or expert methods. And looking, for example, in some of the Indigenous communities that I collaborate with, systems of peer review that happen formally and informally between communities, between individuals and communities, and that there are kind of these built-in systems of peer review. But we can also, going back to your point, look at other ways of value added or linking data sets together, triangulate data to say, well, there might be something funny about that data. But I think the first stop might be just to challenge our own biases sometimes about what constitutes valuable knowledge or good data. Mhm, mhm. Ouais, merci. Thank you. I was looking at other questions. I think that one's important. It's still a question for Brenda, but what are the key elements to keep in mind to ensure a wide collaboration with indigenous community? Donc en français, quels sont les éléments clés à garder à l'esprit pour assurer une large collaboration avec les communautés autochtones? How do you start relationship or project with indigenous community? I guess that's what the question is. I think that's a whole other webinar, maybe, but And it will be another webinar, yes. I don't want to prescribe, every situation is different, and I've been honored to have been working with the same communities, over decades, so that I have a particular view of what works or what doesn't in some context. But I think the respect for Indigenous knowledge systems and respect for Indigenous territories and
and rights and recognitions of the vulnerabilities and the inequities that exist between university experts and communities, between Indigenous and non-Indigenous people. I think there's a lot of trust building and relationship building that has to happen, and that looks different in different contexts. I think, as Sebastian said, he's invited similarly to communities to help answer a question they might have, and there's a very specific context and point to that relationship. In other cases, it might be broader or more complex. Yeah, I think every situation is different. And there's a lot of tools and guidelines already available to start project with Indigenous communities. So there's a lot of documentation already available for that. Question pour Julie-Christine. Les données que vous recherchez dans vos projets sont-elles principalement qualitatives? Disposez-vous également de données quantitatives? Oui, donc on a certaines données qui vont être qualitatives là, quand on pense plus, par exemple, quand on fait l'observation du milieu, là, qu'est-ce qu'on voit sur le site, par exemple, est-ce qu'on a des perturbations humaines, tu sais, par exemple, un tuyau qui passe en plein milieu du cours d'eau ou un pont qui n'est pas loin. Ça va être plus dans le qualitatif, mais on a aussi beaucoup de données quantitatives, donc nos macro-invertébrés, par exemple, qu'on va récolter. On va compter le nombre de groupes, là, le nombre d'individus de chaque groupe qu'on va retrouver, dépendamment du programme. Là, si on est dans J'adopte un cours d'eau, on va jusqu'à l'ordre pour l'identification. Dans Survol Bentos, on va jusqu'à la famille. Donc, dans le fond, on va, avec nos macro-invertébrés qu'on collecte, on va pouvoir déterminer un indice de santé du cours d'eau qui est basé, par exemple, sur la diversité, l'abondance des différents groupes. Puis chaque groupe va avoir sa propre cote de tolérance à la pollution. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne là, pour l'indice du bio-indicateur macro-invertébré. Donc, on a les deux. On a du quantitatif et du qualitatif. Je dirais que plus ça va, moi, plus je trouve que le qualitatif est important. Genre, mettons, quand j'étais aux études, je voyais moins ça comme important, le qualitatif, mais maintenant, je trouve que c'est de plus en plus pertinent d'avoir des données qualitatives dans nos projets de recherche ou en sciences en général. Oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut contribuer? Sinon, je pense on va arrêter là les questions. Si vos questions n'ont pas été répondues, vous pouvez envoyer un courriel à liaison@centro.org, .org, pardon, j'ai dit, on va le mettre dans le chat commun, mais vous pouvez envoyer un courriel à liaison@commercialcentro.org, puis on va le faire parvenir au conférencier, là, vous voulez envoyer votre question, on va faire un suivi. Donc, je voudrais remercier tous les participants, tous les conférencières qui sont venus parler de la science citoyenne. Donc, vous voyez que c'est un sujet qui est super compliqué, en fait. Il y a beaucoup de contexte. Je pense que le message, ben, c'est de se parler puis de s'entendre sur ce qu'on veut faire puis comment on veut le faire. Ça, c'est super utile. Donc, je voudrais remercier Sébastien Sauvé, Julie-Christine Martin, José Aubin, Brenda Parley d'avoir présenté aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. Un gros merci à Valérie Sanderson et Camilla Gordon qui ont été exceptionnels dans la planification de ce webinaire-là. En fait, de garder tout le monde sur leurs orteils et de faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Donc, merci à vous deux. En fait, ils m'ont gardé, moi, dans le droit chemin. Donc, merci. Et puis, je voudrais vous inviter à vous inscrire au prochain webinaire du Centro. Donc, le 11 avril, on va parler de dénouer les nœuds de la recherche en gouvernance environnementale collaborative avec les communautés autochtones. Et le 24 avril, on va parler des avantages et défis de la recherche collaborative. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous suggère de vous connecter à ces deux webinaires-là. Merci de vous être joints à nous. Et puis, j'espère que ça vous a donné des pistes, ça vous a donné le goût de faire de la science citoyenne participative.
Bonne journée à tous.